Vous informez notre priorité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h d'Évasion Guinée. Les titres tout de suite. C'est finalement le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères qui a animé ce vendredi à Kofi Annan la conférence sur le thème le rôle de l'ONU dans la résolution des conflits en Afrique. L'on se rappelle que c'est Lansana Kouyaté, président du PDN, qui avait été choisi comme conférencier. Ce choix avait créé une certaine polémique dans la cité. Dans cette édition, on va également parler de la célébration ce vendredi en différé de la journée internationale de la population au palais du peuple, population vulnérable dans les situations d'urgence et le thème choisi cette année. Enfin, Yeriba Adjabi, l'ambassadeur de l'APT, ce vendredi au ministère de la Culture, il est allé présenter les condoléances d'usage de sa fondation pour le décès la semaine dernière de 4 hommes de la culture. C'était là les titres de cette édition. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. La journée internationale de la population a été célébrée ce vendredi en différé au Palais du Peuple à Conakry. Le thème retenu cette année est population vulnérable dans les situations d'urgence. La célébration de cette journée vise à attirer l'attention des décideurs sur les nombreux problèmes auxquels sont confrontés les jeunes et les femmes qui constituent les couches les plus vulnérables. Mori Sidibé. La célébration de cette journée internationale de la population vise à interpeller les États sur la gravité de nombreux problèmes auxquels sont confrontées les couches défavorisées dans les situations de crise. Ce thème-là appelle pour UNFPA à faire en sorte que les États puissent mettre un accent particulier sur les actions, les programmes, les politiques qui devraient cibler les femmes, les adolescents et les jeunes, qui sont généralement des couches qui sont défavorisées dans les situations de crise et qui payent le plus lourd tribut des situations de crise humanitaire que nous rencontrons généralement dans les pays. À travers cette journée, l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, exhorte les décideurs de la Guinée à accorder une attention particulière aux couches vulnérables que sont les jeunes et les femmes. La crise Ebola dont nous avons fait mention avec actuellement un nombre de décès de femmes important qui est de 53%, donc par rapport au décès des hommes, avec un taux de mortalité de 2500 personnes qui ont perdu la vie, nous met dans une situation où nous souhaitons faire en sorte qu'il y ait une attention particulière qui soit accordée à ces couches vulnérables que sont les femmes et aussi les jeunes qui, comme vous le savez, constituent des populations aussi qui ont été particulièrement touchées à la fois sur le plan sanitaire mais aussi sur le plan économique. L'élaboration du programme de développement après Ebola sera l'expression de la volonté affichée du gouvernement à résoudre les problèmes de population vulnérable en Guinée. Conscient du rôle que les jeunes et les femmes doivent jouer dans le développement, a inscrit dans son programme de relance de l'économie après Ebola les stratégies visant la satisfaction des besoins de ces couches les plus vulnérables. L'élaboration d'un programme de développement après Ebola est sans nul doute l'expression d'une volonté affichée du gouvernement à faire face aux nombreux problèmes des populations vulnérables dans les situations d'urgence. Cette année, la journée internationale de la population a été célébrée en différé compte tenu de la disponibilité des autorités guinéennes en cette période de crise sanitaire. Après la polémique sur la désignation du président du PDN, Lansana Kouyaté comme conférencier du thème le rôle de l'ONU dans les résolutions des conflits en Afrique à l'université Kofi Annan, c'est finalement le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères qui l'a animé ce vendredi. D'ailleurs, un deuxième thème sur les conséquences économiques d'Ebola en Guinée a été rajouté au premier. Ce deuxième thème a été animé par Dr Ousmane Kaba Abdourahmane Ba. Salle pleine, applaudissements, la conférence était une démonstration. Le ministre d'État des Affaires étrangères, premier exposant, a expliqué aux étudiants et cadres de Kofi Annan le rôle joué par l'Organisation des Nations Unies dans la résolution des conflits en Afrique. Des grandes interventions de l'ONU pour le maintien de la paix sur le continent, à l'image de la rébellion au Libéria, en Sierra Leone ou en Côte d'Ivoire, au GSEC des missions de celle-ci, notamment sur le terrorisme, rien n'a été occulté. Un partage d'expérience que le ministre François Lousseni-Fall a tenu à faire pour, dit-il, s'aimer la graine. Avec les étudiants, nous avons fait un tour et ça a permis à chacun de nous de savoir un peu les grands problèmes comme les questions du Moyen-Orient, les questions de la sous-région, les guerres au Libéria, en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire ou en Guinée-Bissau, au Congo, Somalie. Nous avons fait un tour rapide et je pense que c'est déjà la graine qui est semée.
Je les invite donc à poursuivre leurs recherches dans ces différents domaines parce que tout n'est pas à faire. Il y a des success stories, mais il y a aussi beaucoup d'échecs. Donc c'est cette jeunesse-là qui va reprendre le flambeau et le message que nous avons donné, c'est pour cette génération. Les organisateurs, la faculté des sciences juridiques et politiques et la promotion sortante de l'université Kofi Annan voulaient être éclairés sur le rôle de l'ONU dans la résolution des conflits dans les pays du Sud. Actuellement, il y a plusieurs imperfections que nous considérons que l'ONU exerce par rapport vraiment à la résolution des conflits dans les pays sous-développés. Quel est le rôle de l'ONU dans tout ça? Et l'Irak aussi, avec l'attaque de George Bush, quel est le rôle de l'ONU dans tout ça? Quelles sont les perspectives que l'ONU a envisagées dans le cadre de la résolution des conflits? Et que je pense bien que vraiment la conférence, elle a réussi et elle s'est bien passée et que chacun a pu en profiter. À l'issue de la conférence, les participants disent sortir mieux édifiés. Ils souhaitent la multiplication de ces initiatives. On a beaucoup bénéficié de ce exposé brillant et nous avons beaucoup bénéficié. Nous souhaitons que cette genre d'organisation se répète dans les universités publiques et privées à Conakry et à l'intérieur du pays. Le deuxième thème, les conséquences économiques d'Ebola en Guinée, a été exposé par Honorable Ousmane Kaba. Le député a rappelé que plus de 3000 personnes ont été infectées par Ebola en moins d'1 an et que 27 préfectures sur les 33 ont été touchées à la même année. Au titre des impacts économiques, la restriction des commerces frontaliers, la chute vertigineuse des fréquentations des hôtels ont été cités comme exemple. En marge de la conférence débat, les organisateurs visiblement satisfaits de la démonstration du ministre des Affaires étrangères ont justifié son choix. Suivez. Et comme vous savez que le thème, c'est vraiment la résolution, le rôle de l'ONU dans le cadre de la résolution des conflits dans les pays en voie de développement. Et là, c'est un thème purement diplomatique. Et c'est dans ce cadre que nous avons essayé encore de choisir une personne, un diplomate, qui est à la personne de ce monsieur. Et c'est en ce sens que nous l'avons choisi. Et dans l'objectif de savoir quel est le rôle que l'ONU joue parfaitement dans le cadre de la résolution des conflits dans les pays du Sud. Toujours dans l'actualité nationale, le comité de pilotage de l'Éthiopie-Guinée a tenu une réunion mensuelle ce vendredi à Conakry. Le comité de pilotage a passé en revue toutes ses activités du mois de mai dernier avant de mettre sur pied un groupe de contact qui sera chargé de faire la promotion de l'Éthiopie-Guinée auprès des institutions. Nabi Kamara, Nino Mouvalde. Dans sa mission de normaliser le secteur de l'industrie extractive en Guinée, l'Éthiopie-Guinée ne désarme pas. Son comité de pilotage organise des réunions mensuelles afin de passer en revue toutes les activités qu'elle a eu à mener sur le terrain. Et comme vous le savez, chaque mois, nous tenons une réunion au cours de laquelle nous passons en revue les activités des membres du comité de pilotage et du secrétariat exécutif. Et la dernière réunion a eu lieu le 8 mai. Il était donc question qu'on réactive ces rencontres mensuelles. Et c'est dans ce cadre-là que se situe la rencontre d'aujourd'hui, qui devait évaluer les activités qui ont été réalisées depuis le 8 mai jusqu'à la date d'aujourd'hui. Comme toute organisation, l'Éthiopie-Guinée est confrontée à quelques problèmes financiers, mais un sujet qui sera résolu bientôt grâce à la subvention de l'État. Et nous avons encore quelques difficultés, n'est-ce pas, pour avoir le financement pour 2015. Nous allons bientôt avoir le paiement de la première tranche et nous allons relancer également le ministère du budget et le ministère des Finances pour avoir la deuxième tranche, n'est-ce pas, de la subvention de l'État. Pour atteindre son objectif, à savoir la transparence dans les industries extractives en Guinée, l'Éthiopie-Guinée vient de mettre en place un groupe de contact. Ce groupe aura pour mission de faire sa promotion auprès des institutions nationales et internationales. L'Éthiopie rencontre beaucoup de difficultés pour la mise en œuvre de ses objectifs. Et pour un peu accélérer le processus, on a donc cru devoir mettre en place un comité qui va relancer les institutions républicaines afin d'aider l'ITIE à atteindre ses objectifs, surtout au titre de 2015. Comme vous le savez, parmi ces objectifs, on a l'objectif de transparence qui devrait être sanctionné par la mise en place de la Cour des comptes. Donc le comité vise à relancer le gouvernement pour que ce processus puisse être accéléré. Au terme de cette réunion mensuelle, l'Éthiopie-Guinée a demandé aussi l'inscription de toutes ses activités dans le journal officiel de la République.
L'institution de l'université unique migre vers une plateforme électronique accessible partout et à tout moment. La mise en place de ce système automatique a été faite ce vendredi à travers la signature d'une convention de partenariat avec la banque UBA. L'inscription au cours et l'admission des étudiants se feront désormais en ligne. La même université unique a signé une autre partenariat de formation en entrepreneuriat avec l'ONG Assez-Forage. Explication signée Benoumar Silla. L'Université internationale collège unique, première institution d'enseignement supérieur privé de Guinée, innove avec des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Avec la pléthore d'universités en Guinée, l'unique sort du chantier bâti. Elle offre non seulement une formation de qualité aux étudiants, mais aussi prépare leur insertion professionnelle par l'auto-emploi. Nous constatons qu'il y a pléthore d'universités aujourd'hui. C'est pourquoi il y a lieu d'agir aussi bien en amont qu'en aval. En amont, de venir recruter des professeurs de rang magistral, compétents, disponibles. Et en aval, donc il faut leur trouver des opportunités, c'est-à-dire les offrir des opportunités d'embauche. C'est pourquoi il faut sceller des partenariats avec des universités et surtout des entreprises, prestataires de services et des entreprises industrielles. Pour alors matérialiser ces projets, 2 conventions cadres de partenariat ont été signées ce vendredi 24 juillet. La première avec la banque UBA Guinée qui consiste à automatiser l'administration générale de l'UNIC et la deuxième avec l'association pour la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des jeunes en entrepreneuriat. Assez-Fort qui va désormais former les étudiants diplômés de l'UNIC à l'esprit d'entrepreneuriat pour s'auto-employer. Gérer une institution avec des étudiants, des professeurs, mais aussi des parents qui sont intéressés par les résultats de leurs enfants. Alors nous avons pensé qu'il faut mettre en place une plateforme qui nous permettrait de gérer tout ce beau monde. Donc cette plateforme va nous permettre non seulement de connaître la situation administrative de nos collaborateurs, mais aussi des enseignants et de permettre de renseigner les parents d'élèves à tout moment lorsqu'ils sont intéressés par exemple par les résultats de leurs enfants. Et c'est ce produit que nous mettons en place avec UBA. Ça va nous améliorer qualitativement nos services. La deuxième convention, notamment celle que nous avons signée avec l'ONG Assez-Forage, et nous avons pensé qu'aujourd'hui, l'emploi ne se décrète pas au sommet de l'État. Vous savez qu'il faut se battre pour avoir l'emploi aujourd'hui. Nous avons dit qu'il faut donner des outils aux enfants pour qu'après leur formation, ils puissent soit s'installer à leur compte ou aller tout simplement sur le marché de l'emploi, mais avec des chances de réussite. Les 2 nouveaux partenaires comptent révolutionner la formation à l'UNIC et innover son système de gestion des ressources humaines et économiques à travers les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on a des cadres d'étudiants, on a des cadres bancaires, et ainsi de suite. Grâce à ce partenariat que nous allons signer aujourd'hui avec l'UNIC, ce sera une carte unique, qui sera à la fois une carte étudiant, une carte bancaire et une carte d'accès à différents services donnés ici par l'UNIC. Cette carte bancaire permettra par exemple aux étudiants d'avoir accès à des formations en ligne, d'avoir accès à des formations à l'étranger. On va démarrer par la sensibilisation afin de développer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Ensuite, on va faire la formation à travers surtout le GBT. Le GBT, c'est quoi? C'est le Junior Business Training, n'est-ce pas? Donc, qu'on va démarrer d'ici le mois de décembre. Par ailleurs, les cadres, professeurs et étudiants de l'Université unique ont rendu ce vendredi hommage à Feu Vanabi Sissé, ex-directeur général de l'institution, décédé le 24 juillet 2014. La mission du système des Nations Unies est venue assister la Guinée dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola était devant la presse ce jeudi. Objectif, faire le point de la situation épidémiologique et les nouveaux défis à relever en vue d'éradiquer l'épidémie. Le 31 juillet prochain, la mission onusienne pourrait communiquer un rapport aux autorités guinéennes. Mariam Sall, Aïssatou Bari. Le système des Nations Unies ne désarme pas auprès de la Guinée dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. À l'aube du combat contre le virus redoutable, les Nations Unies ont offert des dons à la Guinée et dépêché plusieurs missions. Après près d'1 an de travail, la mission onusienne de riposte contre Ebola a fait la situation épidémiologique au cours d'une conférence de presse à Conakry. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour arriver à zéro? Elle l'a effleuré. C'est juste respecter les consignes qui ont été données. Aujourd'hui, on est en train de parler de forêt carrière,
de Conakry, malheureusement, dans certaines communes, et à Koya, parce qu'il y a eu un cas. Ça fait plus de 3 mois, il n'y a pas eu un nouveau cas en Guinée forestière. À la date du 12 juillet 2015, en Guinée, 3760 cas d'Ebola confirmés pour 2506 morts. Malgré des efforts consentis dans la lutte contre l'épidémie, la Guinée devra faire face à plusieurs défis en vue d'éradiquer le virus qui a endeuillé des centaines de familles. Fort malheureusement, ces efforts sont aujourd'hui inhibés par les multiples poches de réticence et de résistance qui font perdurer le virus en Guinée. Des attitudes irresponsables qui font que l'épidémie est en passe de se muer en une endémie si jamais les acteurs impliqués dans la lutte ne redoublent pas d'efforts et de vigilance pour éradiquer rapidement ce virus maudit qui plombe l'économie du pays. La responsabilité de chacun et de tous est pleinement engagée. Cette conférence de presse a été animée à un moment où plusieurs cas positifs sont signalés, notamment en Basse-Guinée. L'un des titres de cette édition d'information, l'ambassadeur de la paix a été reçu en audience par le ministre de la Culture. Et là, Djeriba Djabi était allé présenter les condoléances d'usage de sa fondation au ministère de la Culture à propos du décès la semaine dernière de 4 artistes et d'un promoteur culturel, une occasion au cours de laquelle les deux hommes ont aussi parlé de paix à travers la culture. Mfali Gilavouki. Le giron de la solidarité ne faiblit pas au ministère de la Culture après le décès la semaine dernière de 4 artistes et d'un promoteur culturel. L'ambassadeur de la paix, au nom de sa fondation, vient présenter les condoléances. Nous sommes venus présenter notre condoléance, la condoléance de ma fondation à tous nos disparus du ministère de la Culture, c'est-à-dire les artistes qui sont décédés à ces derniers jours. Donc c'est une occasion pour moi voir l'excellence monsieur le ministre Conté pour parler un peu de la paix dans notre pays, car sans la culture, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de culture. La culture a toujours joué un rôle de premier plan dans la consolidation du tissu social en Guinée. Au cours de leur entretien, il a été question de promouvoir la paix pour le bien-être des Guinéens. Faisons en sorte que nous faisons la guerre contre la pauvreté. Nous faisons la guerre contre le manque de l'eau dans notre pays. Nous faisons la guerre contre le manque de courant dans notre pays. Même si nous avons le courant aujourd'hui à Conakry, mais nous avons des villes qui n'ont jamais presque connu de courant, des provinces, des sous-préfectures et autres. Si nous avons la paix, nous avons tout dans notre pays. L'action de l'ambassadeur de la paix, la Djeriba Djabi, est hautement appréciée par le ministre Amirou Conté. Je suis très heureux de rencontrer Elhadj Djeriba Djabi, qui est l'ambassadeur de la paix. Nous ouvrons tous pour la consolidation de la paix dans notre pays. Pour le problème d'unité nationale ou de réconciliation, ce n'est pas au niveau du bas peuple. Comme il l'a dit, c'est au niveau de notre élite, surtout de l'élite politique de notre pays. Et je pense qu'il faut que ces politiciens comprennent que nous, en Guinée, on veut la paix simplement. On veut vivre dans la quiétude, dans la paix, pour que la Guinée avance. À la fin de cette rencontre, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique et l'ambassadeur de la paix ont scellé une convention en vue de la pérennisation de la paix à travers la culture. À présent, la page noire de cette édition, Michel Tonneau, cadre du groupe Adafo Média, rejoint sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Cameroun. Collègues de service, parents, amis et proches sont venus très nombreux lui rendre un dernier hommage. Sonti Forissouma. Michel Tonneau, cadreur de la télévision Espace, qui a rendu l'âme le samedi 18 juillet dernier au centre hospitalo-universitaire de Donka, suite à un accident de la route alors qu'il se rendait à un reportage, a reçu les derniers honneurs au cimetière Cameroun. Parents, amis et collègues de service n'en reviennent pas. Le drame s'est passé, c'est tragique. C'est un travailleur qui part les armes en main, si je peux me permettre de dire comme ça. Donc
le mieux c'est continuer à travailler et surtout à honorer sa mémoire. Les collaborateurs du défunt renchérissent. Je ne sais pas si je vais trouver les mots pour décrire la personne qui est partie, tellement que c'était une personne, c'est une valeur qu'on vient de perdre. Personne profondément humaine, disposée à aider tout le monde. C'est une valeur qui vient de partir. Comme on le dit, les bonnes personnes ne durent pas sur terre. Je pense que c'est ce qui vient de se passer et c'est un baobab qui vient de s'affaisser. C'est dur pour nous, les mots nous manquent. Le président directeur général du groupe de presse, Adafo Média, s'est engagé à prolonger le contrat à vie du défunt. C'est un contrat à vie qui nous lie avec Michel. Il est parti, mais je le vois tous les jours dans les locaux de la radio, dans les locaux de la télé. Et son salaire sera éternel chez nous. Son salaire chez nous, ça sera éternel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Ces enfants, je pense même pas s'ils ont 10 ans. Nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour être là. Après ces obsèques, le corps de Michel Tonneau a été inhumé au cimetière de Cameroun après la prière de 14 heures. Il y repose à jamais. Le défunt a laissé derrière lui une veuve et 2 enfants. L'actualité internationale, à présent la Turquie en guerre contre le groupe État islamique. Pour la première fois, Ankara a bombardé des positions de Daesh en Syrie 4 jours après un attentat suicide attribué au mouvement radical dans le sud du pays. Reportage. Si ce n'est pas une déclaration de guerre, cela y ressemble beaucoup. Ce matin, nos forces armées ont frappé des cibles de l'État islamique à la frontière syrienne, qui menaçaient notre territoire. Ces cibles ont été détruites à 100%. Il n'y avait pas besoin de traverser la frontière pour les neutraliser. Mais s'il le faut, nos forces traverseront la frontière et élimineront ceux qui nous prennent pour cible. Le Premier ministre turc avait déjà mis en cause le groupe État islamique dans l'attentat suicide de lundi qui a fait 32 morts à Suruç. Mais c'est l'attaque d'un poste frontière depuis la Syrie et la mort d'un militaire qui semble avoir précipité les choses la nuit dernière. Riposte immédiate des chars turcs, puis raid aérien contre 3 positions djihadistes en Syrie. Jusque-là accusée d'être complaisante envers l'organisation État islamique, les autorités turques rejoindraient-elles la coalition anti-Daesh menée par les États-Unis? Les Turcs démentent pour le moment avoir autorisé l'US Air Force à utiliser leur base aérienne, mais à Washington, on reconnaît que la coopération avec Ankara s'est intensifiée ces derniers jours. À propos de la base turque d'Inchirlik, je ne suis pas habilité à donner des détails, car cela reste de l'ordre du secret défense. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la coalition a désormais accès à plusieurs bases depuis l'Europe et le Proche-Orient pour autant de missions différentes. Réuni en cellule de crise, le gouvernement turc a annoncé le renforcement de sa surveillance aux frontières avec la Syrie. Un mur pourrait même être érigé sur les 900 km qui séparent les 2 pays pour empêcher les infiltrations djihadistes. Parallèlement, la police a lancé une importante opération dans tout le pays. Rien qu'à Istanbul, 5000 hommes étaient mobilisés, plus de 250 personnes ont été arrêtées. Des partisans présumés du groupe État islamique, mais aussi des militants séparatistes kurdes et des activistes d'extrême gauche. Peu après, le président Erdogan prenait la parole. Ces opérations, dit-il, ne sont pas ponctuelles, elles vont se poursuivre. Le groupe État islamique qui déborde largement les frontières irakiennes vient de voir Daesh qui menace désormais le Hamas à Gaza. Les djihadistes kurdes accusent le parti au pouvoir de ne pas appliquer strictement la loi religieuse. Les précisions de nos confrères de TV5. Les images de la guerre dans le Sinaï sont rares et elles proviennent le plus souvent de films de propagande djihadiste comme cette vidéo diffusée sur Internet. Depuis 6 mois, l'armée égyptienne affronte la branche locale de l'État islamique. Les morts se compteraient par centaines. Les combats se déroulent aux portes de la bande de Gaza. Dans Rafah, la ville frontière avec l'Égypte, les souffles des explosions ont même causé des dégâts. Regardez, les vitres de mon magasin ont été brisées. Et en haut, c'est pareil, les vitres sont cassées. On entend les combats. Comme si on était à nouveau en guerre avec Israël. Le groupe qui se bat là-bas s'appelle Baït el-Maqdis. Ce sont des terroristes et jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi ils se battent contre les Égyptiens. Les djihadistes de Baït el-Maqdis ne se contentent pas d'affronter les Égyptiens dans le Sinaï. Ils ont aussi menacé publiquement le Hamas. Pour eux, les islamistes de Gaza sont des tièdes.
trop timorés face à Israël. J'ai un message pour ces tyrans du Hamas. Nous allons éradiquer l'État des Juifs avec vous et le Fatah et tous les laïcs qui ne sont rien du tout. Le Hamas a pris très au sérieux ces menaces. Il a renforcé la sécurité et interdit aux journalistes de s'approcher de la frontière avec l'Égypte. Inquiet, le maire de Rafah nous reçoit sur le toit d'un immeuble qui domine le désert du Sinaï. Tout le monde est d'accord sur le fait que notre sécurité dépend directement de la sécurité de l'Égypte. Dieu nous en préserve. Nous ne permettrons à personne d'attaquer la bande de Gaza. À Gazaville aussi, des groupes salafistes se réclamant de Daesh ont commis plusieurs attentats ces derniers mois sans faire de victimes. En représailles, l'un d'eux a été tué par le Hamas. Les sympathisants du groupe État islamique à Gaza sortent désormais et donnent même des conférences de presse au centre-ville. Étroitement surveillés par la police, leur chef a prôné la réconciliation avec le Hamas, sans pour autant condamner les djihadistes du Sinaï. Pour juger une organisation, il faut regarder comment elle se comporte par rapport à notre religion. Tant qu'une organisation suit les recommandations du Coran, il faut la soutenir. Dans le cas contraire, il faut la combattre. Face à cette velléité des pro-Daesh et à la vague d'attaques dans le Sinaï, l'Égypte a immédiatement fermé sa frontière avec Gaza, qu'elle avait exceptionnellement ouverte pour le début du Ramadan. Mesdames et messieurs, la rubrique invitée du journal reçoit pour vous Monsieur Lamine Soiré, le président de la Chambre des afficheurs de Guinée. Avec lui, on va faire le point de la cérémonie de lancement officiel de ce service peu connu des Guinéens. Monsieur Soiré, bonsoir. Bonsoir Mandela, merci de recevoir sur votre plateau. Un plaisir pour moi aussi. Ouais. Alors, parlez-nous de la Chambre des afficheurs de Guinée. Quelles sont les missions assignées à votre service? Bon, tout d'abord, je vais commencer par dire que je suis là pour annoncer la cérémonie officielle de la CHAVGI, la Chambre des afficheurs de Guinée, qui aura lieu le samedi 25 juillet à 18h au Millennium, l'hôtel Millennium. Et donc, cette chambre, c'est une organisation corporatrice qui a pour mission vraiment de défendre et de promouvoir le métier de l'affichage en Guinée. Ce qu'on entend par métier de l'affichage, comme vous voyez aujourd'hui, c'est le mobilier urbain, c'est les panneaux publicitaires que vous voyez partout, un peu partout fleurir dans notre cité. Donc c'est l'ensemble des afficheurs qui se réunissent pour créer cette chambre. Vous avez parlé d'une cérémonie de lancement tout à l'heure. Quels sont les objectifs de cette cérémonie? L'objectif d'abord, c'est de faire connaître la chambre au grand public, aux annonceurs, c'est nos clients, qu'on appelle dans le langage commun les annonceurs, à l'État, aux collectivités publiques, notamment aussi à l'OGP. Donc vraiment, c'est inviter toute la communauté, tous les acteurs de ce secteur, qui sont les afficheurs, qui sont les annonceurs et qui sont l'État, bien sûr. D'accord. On entend souvent parler de l'OGP. Quelles sont les relations entre l'OGP et votre chambre? L'OGP, c'est l'Office guinéen de la publicité. Voilà. Donc l'OGP est le régulateur de ce secteur. Donc c'est notre tutelle, tout simplement. Donc nous sommes menés à travailler avec l'OGP. Pour être aujourd'hui un professionnel de l'affichage, il faut au préalable faire une demande au niveau de l'OGP qui nous attribue un agrément pour pouvoir faire ce métier. Donc c'est le lien qu'on a avec l'OGP, qui est notre régulateur, qui est notre lien à l'État. Vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin déjà, c'est de dire que bon, la CHAVGI est là pour épauler l'OGP dans son rôle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de régulateur de la profession. C'est un secteur lui, qui est très dynamique, mais où il existe encore une grande anarchie de panneaux publicitaires, comme je dis, qui fleurissent un peu partout et n'importe comment. Donc nous sommes là pour aider l'OGP à mettre en place des règles et lois pour qu'on puisse respecter la déontologie de ce métier. Parce que, comme je l'ai dit, c'est considéré un peu comme un nouveau métier en Guinée, donc il y a un vide juridique. Voilà. Donc nous, on met cette chambre en place, on invite tous les régies publicitaires de ce pays à nous rejoindre, pour qu'ensemble on puisse discuter et trouver des solutions et travailler de la même manière avec l'OGP. Et donc pour cela, nous on a déjà une très bonne collaboration avec d'autres chambres africaines, notamment la CAFSI, donc le président de la CAFSI, de la chambre africaine, la chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire, qui sera là aussi à cette cérémonie. Et j'aimerais aussi signaler et remercier le ministre d'État en charge de
des questions d'investissement et des partenariats publics et privés, qui sera aussi qui est vraiment le parrain de la Chavgi. Voilà, donc c'est pour tout ça que je suis venu annoncer aujourd'hui. Et les médias aussi, parce qu'on travaille déjà main dans la main en tant que publicitaire, en tant que média, donc vous êtes aussi conviés. D'accord. Merci, M. Soiré. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que j'avais avec moi sur ce plateau M. Lamine Soiré, le président de la Chambre des afficheurs de Guinée. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'attention. Excellente suite de programme à notre compagnie. Nous revoilà sur le www.grouperadioguinée.info. Bonsoir, que vous soyez à travers le monde.